Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué, et depuis sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Après 20 ans, la résistance est devenue un monde de limbe où la légende se mêle à l'organisation. Le sentiment profond, organique, millénaire, qui a pris depuis son action légendaire, voici comment je l'ai rencontré. Dans un village de Corrèze, les Allemands avaient tué des combattants du maquis et donné ordre aux maires de les faire enterrer en secret à l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son village en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts qui étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, portés par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa paraître les femmes noires de Corrèze, immobiles du haut en bas de la montagne et attendant en silence, chacune sur la tombe des siens, l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende, sans lequel la résistance n'eût jamais existé, et qui nous réunit aujourd'hui, c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité. Comment organiser cette fraternité pour en faire un combat? On sait ce que Jean Moulin pensait de la résistance au moment où il partit pour Londres. Il serait fou et criminel de ne pas utiliser, dit-il, en cas d'action alliée sur le continent, ses troupes prêtes aux sacrifices les plus grands, éparses et anarchiques aujourd'hui, mais pouvant constituer demain une armée cohérente de parachutistes déjà en place, connaissant les lieux, traces de la guerre d'Algérie, 40 ans de turbulence dans la vie politique française. Territoire contemporain, cahier de l'IHC, numéro 2, 1995. Coordination Thomas Boucher et Stéphane Gacon. Direction Serge Olikov. 17 octobre 1961, Le deuil impossible par Jean-Pierre Chanteau. Extrait. Peu à peu, la mémoire revient, douloureusement, comme onglée au bout des doigts par grand froid. Peu à peu, grâce à quelques thérapeutes patients et tenaces, les Parisiens, les Français, les Algériens recouvrent une partie d'eux-mêmes qu'ils fuyaient depuis un certain soir d'octobre 1961. Cet effort est nécessaire pour au moins deux raisons. D'abord parce que les coupables, les responsables directs du meurtre collectif perpétré contre les Algériens le 17 octobre 1961 à Paris, n'ont jamais été inquiétés et encore moins jugés. Cette défaillance pèse sur la conscience collective de la République. Je cite : « La décennie qui suit la fin de la guerre d'Algérie fut marquée par le silence accablé du contingent, l'enfermement de toutes les nostalgies de l'Algérie française, l'amnésie nationale et la course à la survie oublieuse des rapatriés. » Fin de citation. Analyse Jean-Pierre Riboud.
Cette amnésie, scellée par de multiples amnisties, est lourde de rancœur, de culpabilisation aussi, pour de nombreux témoins et acteurs du drame. Ensuite, c'est la seconde raison, parce que l'oubli est le pire des poisons. Je cite, « J'ai combattu l'oubli et le mensonge. Oublier, c'est se choisir complice », estime Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Car dans le no man's land de la mémoire que protègent les amnisties, les repères sociaux s'estompent ou se confondent si le travail historique n'a pas lieu. Sous prétexte d'effacer les séquelles d'une période douloureuse, les amnisties ont blanchi les crimes en même temps que les criminels. Voilà pourquoi ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 est si important pour nous. Maintenant que les faits et leur chronologie sont établis, le deuil reste à faire. Le 6 octobre 1961, Maurice Papon, alors préfet de police de Paris, décrète un couvre-feu pour les Français musulmans d'Algérie entre 20h30 et 5h30. La Fédération de France du FLN, pour protester, pour alerter l'ONU et pour affirmer à la direction du FLN le poids politique des émigrés en France, décide une démonstration pacifique. Je cite, « Quiconque aura sur lui ne serait-ce qu'une épingle sera passible de la peine de mort », ordonne-t-elle. Le 17 octobre, vers 20h, 30 000 Algériens se rassemblent en différents points de Paris, pont de Neuilly, place de l'Étoile, place de l'Opéra. Mais ils sont très vite interpellés, puis embarqués vers les commissariats. Quelques cortèges, sur les grands boulevards notamment, ont le temps de s'ébranler. Mais dès 20h30, la grande rafle balaye les Algériens dans les rues de Paris. Des policiers ouvrent le feu sur la foule, jettent des Algériens ligotés à la Seine, matraquent, piétinent, insultent ceux qu'ils conduisent vers le palais des sports de la porte de Versailles, vers la préfecture de police. Des autobus de la RATP ont été réquisitionnés. Des passants aident la police. En 4 heures, 11 538 Algériens sont arrêtés. C'est la plus grande rafle depuis le Veldiv en 1942. Pendant plusieurs jours, les Algériens subissent violences et humiliations de la part des policiers. Passage à tabac, privation de soins, vol d'effets personnels, urine dans la soupe, avant d'être expulsés vers des camps d'internement en Algérie. 200 à 250 Algériens et un Français métropolitain ont trouvé la mort dans ces événements, tous tués par les forces de police. La responsabilité personnelle de Maurice Papon, ancien fonctionnaire de Vichy, soutenu par Michel Debré et Roger Frey, les ministres partisans de la fermeté, est écrasante. Quelques jours auparavant, il déclarait à ses policiers « Pour un coup reçu, nous en porterons 10. On nous impose une guerre subversive, vous devez être subversif aussi. Vous serez couverts, je vous en donne ma parole. » Le soir du drame, il laisse courir sur la radio intérieure des policiers de fausses informations, laissant croire que certains d'entre eux ont été tués par balle, puis il assiste au meurtre d'une cinquantaine d'Algériens dans la cour de la préfecture de police. Malgré l'évidence, malgré un rapport officieux de l'inspection générale de la police, publié par Vérité Liberté, qui estime alors à 140 le nombre de morts à la suite de la manifestation du 17 octobre. Le gouvernement n'avoue dans les jours qui suivent que 3 morts.
2 Algériens et un métropolitain et 64 blessés. Très vite, la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale est dans les esprits. Eugène Claudius Petit, député indépendant, ancien déporté, dénonce à l'Assemblée nationale. Nous vivons ce que nous n'avons pas compris, que les Allemands vivaient quand Hitler s'était installé. Mais il est isolé. Alex Muscovitch, conseiller municipal UNR de Paris, attise la haine. Tous les agents de l'ennemi doivent être renvoyés du territoire métropolitain par bateau. Le problème qui consisterait à faire couler ces bateaux ne relève pas, hélas, du conseil municipal de Paris. Le lendemain de la rafle sanglante, Libération, l'Humanité ou François titre prudemment sur les violences policières. D'autres ont moins de scrupules. Ainsi le Figaro reprend-il les termes du communiqué gouvernemental. Violente manifestation à Paris de musulmans algériens. Grâce à la vigilance et à la prompte action de la police, le pire qui était à craindre a pu être évité. Des Nord-Africains tirent sur des cars de police. Fin de citation. Les manifestants sont dénigrés, calomniés. Paris Presse, je cite. Ils ont pris le métro comme on prend le maquis. À l'heure des cinémas, ils attaquent les boulevards. Fin de citation. Le Monde parle de l'énervement des policiers et du déferlement musulman, des coups de feu échangés et des témoins qui aperçoivent plusieurs hommes en civil de type nord-africain qui s'enfuient armés de pistolets mitrailleurs. Fin de citation. Le Populaire, organe de la SFIO, il va même de son compliment. Monsieur Papon, un homme affable et brave, un fonctionnaire dévoué et souvent humain, cela dit sans ironie aucune, car c'est vrai, personne ne peut lui en vouloir. Ajoutons que la seule personne condamnée à propos du 17 octobre fut un syndicaliste CGT qui dut verser une amende de 50 000 francs pour outrage à agent. Il avait protesté contre l'intervention de la police dans la gare d'Austerlitz. Toutes les autres informations judiciaires se sont closes sur des non-lieux en 1962 et en 1963. Non-lieu de la mémoire, pour paraphraser Alfred Grosset. La certitude de la torture. Désormais, elle va combattre en face de l'enfer. Une police, 2 poids, 2 mesures. Elle fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, notre police. 2 de ses agents ayant trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Peine légitime et révolte compréhensive. Mais quel chantage, quelle exploitation et quel tohu-bohu. Lorsque des ouvriers trouvent la mort sur leur chantier ou dans leurs usines, l'opinion publique s'en accommode mieux, beaucoup trop facilement. La presse s'en fait l'écho un jour ou 2, et puis c'est l'oubli. Et pour combien d'autres catégories sociales, où même l'émotion ne serait pas de mise? Le mouvement du Nid, attentif depuis des années au drame des personnes prostituées, à celles qui meurent dans des circonstances horribles, pose une question à la police. Comment se fait-il que les meurtriers des prostituées ne soient jamais retrouvés, ou si rarement? À Lyon, en 17 ans, 19 prostituées ont été assassinées. Aucun meurtrier n'a été retrouvé. Je sais ce que j'avance.
et combien d'autres à travers la France. Alors, pourquoi ces crimes ne sont-ils jamais élucidés? Ces morts-là n'auraient-elles aucun prix? Pourquoi tant de bruit pour les uns et tant de silence pour les autres? La mort violente d'un humain, quel qu'il soit, est toujours révoltante. La peine et la colère des policiers pour ceux des leurs qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions est légitime. Mais l'insignifiance de l'opinion pour les ouvriers victimes du travail est tout autant révoltante. Quant à la passivité de la police pour rechercher les meurtriers des prostituées, c'est un scandale. Louis Blanc, militant du mouvement du Nid, section de Lyon. Femme prostituée assassinée. 28 novembre 1966. Angèle Carion, 45 ans, tuée à coups de rasoir à Lyon, 2e arrondissement, 22 rue du Palais Grillé. 4 avril 1967. Angèle Rémy, 53 ans, étranglée, rue du Port du Temple, Lyon, 2e arrondissement. 4 novembre 1968. Madeleine Badol, étranglée aux Roches de Condrieu. 8 décembre 1970. Simone Belbaché, 26 ans, assassinée rue de la Monnaie à Lyon, 2e arrondissement. 4 février 1971. Brigitte Laville, 25 ans, lapidée à coups de pierre, avenue Jules Carteret à Gerland, Lyon, 7e arrondissement. 7 juin 1971. Michel Fauvé, 28 ans, dite Casque d'Or, tué à coups de marteau dans sa voiture, au bord du canal de Jonage à Dessines. 24 mars 1974. René Grandjean, 34 ans, étranglé dans sa baignoire, 60 cours Lafayette, à Lyon, 6e arrondissement. 1er mai 1974. Chantal Rivier, trouvée morte dans une décharge publique, à Saint-Martin-en-Haut. 3 août 1974. Marcel Anaclet, assassiné à l'hôtel de Bordeaux, rue du Bélier, à Lyon, 2e arrondissement. 22 février 1976. Bernadette Pélissier, 28 ans, tuée d'un coup de rasoir, 25 rue Professeur Veille, à Lyon, 6e arrondissement. 1er juin 1979. Arlette Philibert, 32 ans, assassinée, 85 cours de la République,
à Villeurbanne. 10 novembre 1979. Nicole Pozzi, 35 ans, assassinée 34 rue Gambetta à Vénissieux. 11 janvier 1980. Souad Chita, 22 ans, assassiné 7 rue Laurencin à Lyon, 2e arrondissement. Et encore, au hasard de la presse parcourue, dans d'autres villes, 4 juillet 1974, à Salon de Provence, Elisabeth Bousquet, étranglée avec un foulard. 14 juin 1975, à Nice, Jacqueline Maillon, 27 ans, étranglée dans sa baignoire, avenue des Baumettes. 3 novembre 1975, à Marseille, Monique Duvivier, 29 ans, étranglée dans une chambre d'hôtel. 6 mai 1976, à Avignon, Joël Magan, 21 ans, carbonisé dans sa chambre, en plein centre de la Cité des Papes. 3 juin 1979, à Grenoble, Pierrette Le Carpentier, 39 ans, assassiné 29 rue Saint-Laurent. 5 novembre 1979, à Clermont-Ferrand, Jenny, assassinée rue Saint-Ange. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.